ce sera dans quelques jours, dans quelques heures même, la fête du théâtre à notre théâtre national, évidemment, le Théâtre du Nouveau Monde. Et la directrice générale qui est avec moi, la directrice artistique et la metteur en scène, parce que c'est ton Oui, choix, oui, le oui, roman de Molière. de Alors, Monsieur raconte, Bulgakov. ça a dû toute une histoire, ça, parce que oui, il y a Bulgakov là-dedans, Michael. Alors, Oui, après ce que j'ai lu, en tout cas, ouh, ça va être la fête. oui, ben, le roman est formidable. Et moi, j'ai découvert ce roman mis en scène par Castorf au moment où j'étais à Avignon, il y a 4 ans, avant la pandémie, en fait. Et il a fait un travail extraordinaire avec ce roman, et en mettant en scène la vie de Molière, mais en mettant beaucoup en valeur aussi les propos révolutionnaires de Mikhail Bulgakov, qui est un auteur d'origine ukrainienne, dissident contre le régime soviétique de l'époque, donc contre Staline, victime de censure, et qui était un amateur, mais alors là, passionné de la littérature française et donc du grand génie que fut Molière. Alors, il s'est attardé beaucoup à la vie de Molière, mais sous l'angle de cette époque aussi où Molière devait rendre des comptes à la royauté. Il dépendait de Louis XIV, on le sait. Il était vertement critiqué par le clergé, par les médecins, par les aristocrates, par les courtisans dont il dénonçait les travers. Et ce parallèle-là entre Jean-François Casabonne, qui va incarner Bulgakov, et Éric Robidoux, qui joue Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, c'est vraiment le cœur de l'œuvre. Mais en marge de tout ça, on va connaître mieux Molière, sa troupe, ses grands personnages qui ont été Madeleine Béjart, Armande Béjart, la troupe composée de Mademoiselle du Parc, de Brie, Lagrange, Scaramouche, mais aussi la rencontre entre des grands auteurs de l'époque. Et ça, c'est fabuleux de voir Corneille sur scène, Oui. Racine, La Fontaine, Molière dans une taverne en train de lever un verre à la santé de tout ce qui est influenceur et qui, grâce à l'effervescence de l'alcool, nous font comprendre comment était l'époque. Et le lien entre le 20e siècle et le 17e siècle, c'est vraiment passionnant à explorer pour une metteuse en scène. Ben, écoute, il y a aussi un pléthore d'acteurs, d'actrices, de comédiens, de comédiennes. Vous faites même un clin d'œil à Scaramouche, vous faites un clin d'œil à la Comédie dell'arte, vous faites Oui, un clin d'œil à pas mal de choses là-dedans. Donc, ça demande toute une distribution et il faut les oui, choisir de façon très spécifique. Je pense à Jean-François Casabonne, qui, quant à moi, est probablement un des acteurs les plus forts à Montréal. Tiens, je vais juste mettre pour rappeler aux gens qui est Jean-François Casabonne. C'est cet acteur absolument fabuleux. On ne pouvait pas espérer mieux, je pense, que Jean-François Casabonne pour ce rôle, non? ben, écoutez, Jean-François, ça fait quand même plusieurs fois que j'ai la chance de diriger Jean-François Casabonne, aussi que le TNM a le grand privilège de l'accueillir comme acteur sur scène. Et c'est vrai que c'est le premier acteur à qui j'ai pensé pour interpréter Bulgakov. Et on a travaillé avec Louis-Dominique Lavigne, qui a adapté le roman. Et ensemble, de pair, on s'est dit que l'interprète idéal pour incarner ce Bulgakov très mystérieux, très particulier, un peu sombre, mais en même temps qui rêvait d'être acteur, qui rêvait d'être dramaturge, qui rêvait d'être monté sur toutes les scènes en Union soviétique. Mais aussi, comme il est d'origine ukrainienne, c'est quelqu'un qui a une vision aussi des grands événements qui déchirent notre planète en ce moment et qui, malheureusement, nous font prendre conscience à quel point les romans ou les essais de Bulgakov sont d'une actualité criante. Alors, sa langue est très belle. Mais il y a Éric Robidoux aussi, je dois dire. Mais là, j'ai Alors, fait passer beaucoup d'auditions il y a 3 ans pour le rôle de Jean-Baptiste. Et Éric, je dois dire, s'est démarqué parce que c'est vrai ce que vous dites, on explore la commedia dell'arte avec le Scaramuccia. Alors, ça prenait un acteur qui, en même temps, était très habile physiquement, pouvait à la fois aussi jouer presque du burlesque, hein, c'est ça, la commedia dell'arte. Mais comme Molière rêvait d'être tragédien, alors il fallait aussi trouver quelqu'un dont la profondeur émotive pouvait servir la tragédie et ses grandes pièces de caractère, dont Le Misanthrope, qui est vraiment son chef-d'œuvre. Et on termine d'ailleurs avec un extrait du Misanthrope.
Et toute la distribution, j'ai la chance d'avoir gardé la plupart des acteurs qui ont fait partie du laboratoire. Parce que rappelez-vous une certaine pandémie où on a été obligé d'annuler le spectacle, mais nous, on était rendus à l'étape où on aurait joué devant le public, là. Alors, on a fait un laboratoire qui a été diffusé sur notre web, le TNM, la plateforme web. Et donc, c'est 80 heures que l'on a passé à explorer qu'est-ce que c'est une troupe aujourd'hui, hein? Qu'est-ce que c'est une troupe de théâtre aujourd'hui qui aurait pu avoir Molière comme meneur de troupe. Et donc, ça donne vraiment une énergie. Nommons-les, les membres de la troupe. Alors, Karine Gontier-Heinemann, Brigitte Lafleur, Linz Dentiste et Sébastien Dodge, et la jeune Armande, Juliette Gosselin, qui fait ses premiers pas sur la scène du TNM. Et il y a aussi Rachel Gratton qui incarne la femme de Molière. Oui, et je ne voulais pas oublier la moindre parce que c'est Madeleine Béjart quand même. Madeleine Béjart qui a mené la troupe. Et Rachel, c'est un magnifique rôle qu'elle défend vraiment avec beaucoup d'authenticité. C'est ce que j'aime beaucoup chez Rachel Gratton, c'est cette espèce presque d'incarnation, autant au niveau du corps que de l'intelligence et de l'émotion d'un personnage aussi plus grand que nature. Il faut savoir que Madeleine Béjart a mené la troupe de Molière pendant des années, pendant que Molière faisait ses frasques, écrivait. Elle faisait une Lorraine Pintal d'elle-même. Elle faisait une Lorraine Pintal d'elle-même, oui. Il y en a eu beaucoup des comme ça, si on pense à Hélène Weigel et Bertolt Brecht. Là. Il y a beaucoup de grandes femmes qui ont dirigé des théâtres, mais ne sont pas nécessairement passées à l'histoire autant que les auteurs comme Brecht et Molière. Si on réécrivait l'histoire, on découvrirait plein de femmes. J'en suis absolument énorme. Oui. Et d'ailleurs, Molière le dit dans la pièce, ce sont ces muses, ce sont ces femmes qui, grâce à l'improvisation, bien sûr les acteurs, également membres de la troupe, mais les femmes ont été, premièrement, Molière était un homme qui adorait les femmes, c'est un homme qui s'entourait de femmes, un peu comme Louis XIV d'ailleurs, hein, qui sera de la distribution, joué par Simon Boulay-Bullmann, et il y aura Racine aussi avec Philippe Thibaud-Denis, Corneille avec Jean Marchand, La Fontaine avec Benoît de Rouen-Germain, enfin bref, je pourrais tous les nommer, ils sont assez fabuleux, je dois dire. On est à l'étape des enchaînements, nous autres, hein? Et là, on commence à voir quelle est la biorhythmie du spectacle, en fait. Hein? Comment on arrive à enjancer toutes ces scènes et à voir comment Bulgakov suit de très, très près la vie de Molière. Et Molière aimait beaucoup voyager, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui présentait, qui faisait la tournée. Oui. Et pour faire la même chose, vous allez tourner le spectacle. Oui, je ne sais pas si on va tourner dans les mêmes conditions que Molière le faisait au XVIIe siècle, parce qu'on parle de déplacer des accessoires, des tissus dans des charrettes à bœufs et qu'il dormait dans des étables. Alors, nous autres, on va faire la sortie du TNM d'une autre manière, mais on a la chance de visiter les grands centres dramatiques nationaux. Je veux dire, on va jusqu'à Gatineau, on va jusqu'à Rimouski, on passe par Drummondville, par Sherbrooke. Alors, ça, c'est fabuleux, la tournée. Et je dois vous dire que la troupe actuelle a très hâte de prendre la route pour aller voir de quoi ça retourne, de ce Molière-là, en tournée dans les régions du Québec et évidemment en Québec. C'est amener du grand théâtre partout, parce que, évidemment, c'est du théâtre dans le théâtre que cette pièce. Bien, vraiment, c'est vrai qu'on a vu beaucoup ça hein, au théâtre, des acteurs qui jouent des personnages et bon. Mais là, la vie de Molière, même si elle est commentée par Bulgakov, qui est un littéraire, il reste que c'est vrai qu'on met le théâtre en scène. Alors, le TNM devient un théâtre dans le théâtre. Et pour le public, je pense qu'il est encore très passionné de théâtre parce qu'on les voit se pointer tous les soirs, remplir nos salles après une pandémie qui les a tellement isolés. Il y a un tel enthousiasme dans la salle et je crois que ça intéresse beaucoup le public de voir comment ça se passe en coulisses. C'est quoi les coulisses de la création? Comment ça se passe un auteur qui dirige une troupe? C'est quoi les échecs? Molière a vécu une somme incalculable d'échecs, mais il est passé au travers. Bon, il a ruiné sa santé, il est mort à 52 ans, il aurait pu vivre encore plus longtemps, mais il reste que sa vie, c'était le théâtre. Et comme nous aussi, la vie, pour nous, c'est le théâtre, ben, c'est ce qu'on va montrer au public à partir du 8 novembre. Il y a aussi un ajout important que tu as inséré dans ce travail-là, c'est la présence de Joran. Oui.
ma grande complice depuis plusieurs années. J'ai travaillé beaucoup avec Joran. Je la suis depuis des lustres. J'ai vu d'ailleurs son spectacle, pas solo finalement. Elle est entourée de beaucoup, beaucoup de musiciens, musiciennes, mais elle est une performeuse formidable. D'avoir réussi à décider Joran à être sur scène tous les soirs au TNM et aussi en tournée, je dirais que c'est une victoire parce qu'elle est très occupée. Par contre, ce qu'on connaît moins de Joran, au-delà de la performeuse, c'est ses talents de compositrice. Et quand je dis qu'on les connaît moins, elle a signé des musiques de films, elle signe ses propres musiques. Moi, j'ai fait Anne Frank avec elle, j'ai fait Vue Dupont, j'ai fait Albertine en Saint-An. Alors, j'ai une belle expérience avec elle. Et la musique donne le tempo à la pièce et en plus, elle est présente avec le violoncelle, avec un instrument très weird qui est le waterphone. Excusez-moi, je ne sais pas comment le dire en français. Et donc, elle est toujours très... elle est une autre comédienne de la pièce, mais comédienne musicienne. Et je le redis, elle donne le tempo à l'œuvre. Et ses musiques sont d'une extrême sensibilité. Donc, la mort de Madeleine et la mort de Molière, je garantis que, tout comme moi d'ailleurs, les larmes vont couler. Il y a toute une équipe, tu sais, c'est un spectacle quand même imposant. D'envergure. Et vous avez une équipe à l'éclairage, à la scéno, Oui. au maquillage, aux coiffures et tout, parce on est dans une époque, mais en même temps, on ne l'est pas. C'est ça. Ça, c'est le grand défi relevé par Pierre-Étienne Leca, qui signe la scéno, et Marc Sénécal, qui signe les costumes. Toujours mon fidèle complice aussi, Jacques Tripeltier au maquillage et Martin Sirois aux lumières et Joran à la musique. Mais c'est vrai que, comme on a sait entre le 17e et le 20e siècle, enfin le début du 20e siècle, l'époque de Bulgakov, c'est un réel défi d'adapter à l'époque actuelle un classique, donc la vie d'un grand classique. Mais je pense que le TNM se démarque dans sa relecture des classiques. On le fait avec La Nuit des Rois, on le fait avec Britannicus, on le fait avec plusieurs Molières. Il y a une manière ici au Québec, les artistes sont extrêmement soucieux de rendre le classique d'une actualité criante. C'est peut-être pas tout à fait le cas toujours en Europe. Hein. Nous, on est une jeune nation, alors on prend des risques, on sort des sentiers battus. Et je pense que c'est très, très heureux de voir à quel point les classiques sont encore d'une très grande actualité. Ce qui fait qu'on a l'impression de faire une création, nous autres. Hein. C'est comme une création de Louis-Dominique Lavigne, inspirée de Bulgakov et de Molière. Et ça rejoint beaucoup de nos préoccupations. Je dirais que le thème central en ce moment, c'est vraiment la censure. Et je lis beaucoup d'articles qui traitent de ce thème épineux qui est encore notre lot. Pas juste les artistes, hein, beaucoup la pensée dominante, cette espèce de langue de bois, de conformisme ambiant. Et c'est vrai que, sans dire qu'au Québec, on est une société privilégiée, je veux dire, on n'est pas censuré comme dans des pays totalitaires, mais en même temps, ne dit pas ce qu'il veut sur certaines tribunes. Alors, on dénonce beaucoup ça. Bulgakov dénonce la censure, Molière également, et on défend une liberté, hein, une liberté de création, une liberté de presse, une liberté de pensée. Parce qu'il y, et ça, pour moi, ça fait partie de nos valeurs. C'est pas les problèmes qui manquent, tu sais, je veux dire, féminicide, bon, l'intimidation, tu sais, et tout ça fait partie d'une nouvelle réalité. L'instantanéité, tu sais, bon, l'isolement des individus, voulu ou pas voulu. Enfin, l'individualisme. Les artistes, des éponges. Et vous nous redonnez tout ça par le biais du jeu, par le biais de l'investiture dans un oui, travail. Oui, tout à fait. Alors, je dis souvent qu'on a des antennes. Hein? En terminant, avant de donner les dates pour le roman de Molière au TNM, j'aimerais tout simplement savoir comment ça se passe au TNM, parce qu'on descend la rue Saint-Urbain et tout à coup, on arrive devant une espèce de forteresse en construction. Comment ça se passe au TNM en ce moment? Bien, je dois dire qu'après l'incendie, qui a été un dur coup, étant donné qu'on avait aussi vécu l'inondation au printemps, donc après l'eau, le feu,
Pour le moment, il n'y a pas d'autres sinistres qui nous guettent et la construction, le chantier va bon train. On rattrape un certain retard, mais je ne crois pas va être néfaste pour l'échéancier global. On rêve toujours d'ouvrir le nouveau TNM en novembre 23, mais c'est important pour le public qui finalement a été très nombreux à la Nuit des Rois et ne s'est pas trop formalisé du fait qu'on l'invite dans un chantier de construction. Alors, tout est chamboulé. L'entrée du public se fait par la rue Saint-Urbain, mais c'est intéressant de dire qu'à une certaine époque, l'entrée du TNM, elle était sur la rue Saint-Urbain. Alors, c'est un retour aux sources finalement. Et beaucoup de gens me posent la question si la démolition du devant, est-ce qu'elle est due à l'incendie? Pas du tout. L'incendie a eu lieu à l'arrière. Nous, le devant, c'est la démolition qui va nous permettre, d'ici Noël, de commencer à ériger toute la nouvelle partie qui va contenir la nouvelle salle Régent du Charme, un nouveau lieu d'accueil, 2 salles de répétition et bien sûr au débarcadère, des ateliers d'expérimentation. Bref, on est en train de donner au TNM son vrai statut. Vous avez dit Théâtre national tout à l'heure, on en rêve toujours, mais comme cette maison de théâtre qui est située dans une cité et qui va accueillir, et j'espère d'une manière beaucoup plus conviviale, chaleureuse, cette famille, cette grande famille du TNM. Voilà, exactement. Alors, on se donne rendez-vous très bientôt au TNM pour le roman de Molière, évidemment inspiré de Mikhail Bulgakov, et une superbe mise en scène, j'en suis convaincu, de Lorraine Bell. Oh, ben c'est gentil. Oui, on va essayer de relever le pari. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Et au revoir. Bonne saison. Au revoir.